Super. Alors, on va commencer. Déjà, bienvenue à toutes et à tous, y compris ceux qui sont en ligne, qui nous voient à travers cette caméra. Donc aujourd'hui, c'est la deuxième conférence de ce cycle Comprendre son empreinte carbone. La première, c'était sur faire son bilan en général. Bonjour, bienvenue. Pour ceux qui sont en ligne, du coup, il y a aussi des personnes qui arrivent sur place. Donc j'espère que voilà, vous serez indulgents pour les personnes qui arrivent après coup. Donc, je disais que c'est la deuxième conférence et puis que justement, on avait vu en général quel était un peu l'impact de chaque citoyen et citoyenne suisse, qu'on était environ à 14 tonnes de CO2 par an par personne. Et l'idée, c'est de faire chaque fois maintenant un thème en particulier. Donc aujourd'hui, la mobilité, pardon, l'alimentation. Vous êtes venu pour l'alimentation. Je représente rapidement où est-ce que vous êtes en finale pour ceux qui sont sur place. Donc, on est le service intercommunal des énergies. Donc, on a récemment changé notre identité, anciennement service intercommunal de l'électricité. Et puis, on est donc le GRD, donc gestionnaire du réseau de distribution pour les communes de Chavannes, Crissier, Renan et Cublan. Et en fait, on a développé d'autres prestations maintenant, comme l'installation de panneaux solaires photovoltaïques, l'électromobilité, la chaleur à distance, les pompes à chaleur et d'autres choses qui touchent plutôt au développement durable, dont notamment ces formations. Et puis, actuellement, vous voyez toujours sur votre facture rendement d'énergie, bientôt, à partir de janvier 2023, vous verrez SIE. Et du coup, il y a différentes actions que les communes en fait, nous mandatent de faire pour avoir un peu des synergies, puisque ces 4 communes étant ensemble pour ce réseau d'électricité, il est possible de faire des opérations pour les 4 communes en même temps. Ça marche toujours au niveau du son. Et pour ma part, donc, je m'appelle Mathieu Véritaire, donc, je suis responsable développement durable à SIE. Et dans le cadre aujourd'hui des formations, je serai votre présentateur. Peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir sur des stands ou autres à l'occasion. Donc, pour les personnes qui sont en ligne, il y a en fait plusieurs espaces que vous pourrez voir. Il y a l'espace de chat où vous pouvez juste marquer si vous avez des problèmes techniques ou dire bonjour, au revoir. Il y a l'espace pour les sondages. Donc, en fait, pendant la présentation, il y a un petit moment où on fait un petit quiz. Vous pourrez aussi participer, pour ceux qui sont sur place, plutôt à main levée. Mais ceux qui sont en ligne peuvent du coup aller sur cet onglet-là et voter au moment où ça s'affichera. Et Fabien, mon collègue qui fait du coup la technique, affichera les sondages à ces moments précis. Et il y a aussi un onglet questions. Donc là, c'est si les gens ont des questions précises sur un slide, ils peuvent la noter. Et si des personnes ont la même question, ils peuvent voter pour que ces questions remontent et puis soient traitées en priorité. Donc pareil, Fabien me fera un signe quand il y a des questions qui arrivent. N'hésitez pas à dire s'il y a un souci technique pour le son ou autre. Alors là, par exemple, je n'arrive pas à la suite du… Voilà. Donc, pour rappel, aujourd'hui, c'est l'alimentation. Il y a encore toutes ces autres séances, mobilité, énergie, numérique, achat. Aujourd'hui, ça se passe à SIE. La première session, c'était déroulée à Écublanc. En fait, c'est chaque fois dans un lieu différent. Il y aura une fois à Crissier, une fois à Chavannes, il y aura une autre fois ici. Toutes les informations, normalement, sur les sites web communaux ou sur la page web d'inscription que vous avez normalement dû trouver pour vous inscrire à cette séance. De nouveau, je ne sais pas pourquoi ça ne se connecte pas bien. Sinon, sinon, je te demanderai de passer. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de parler finalement de l'impact carbone de l'alimentation, parce qu'on le sait, tout ce qu'on mange a un impact. C'est aussi de voir finalement dans notre alimentation de tous les jours, que ce soit au travail, que ce soit chez soi, que ce soit en déplacement, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire cet impact et d'avoir justement des astuces, de comprendre un peu les ordres de grandeur, parce que chaque aliment a un peu ses spécificités, d'avoir des alternatives. On a demandé aussi aux différents délégués à l'énergie ou à l'environnement des communes respectives de nous donner des adresses qu'on pourrait relayer aujourd'hui, donc avec des informations, disons, très locales pour où est-ce que vous pouvez trouver certains commerces en vrac ou bio ou autres, on le verra. Et puis à la fin, évidemment, vous donner quelques points à retenir, conseils et répondre à vos questions sur le sujet. Donc on peut passer à la suite, puisque ça ne passe pas. Sinon, je te le rends et puis on regarde si ça repasse. Donc pour vous donner le contexte général, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire un thème sur l'alimentation ? Il faut comprendre qu'effectivement, l'alimentation, elle a des impacts pas que
en termes CO2. On sait aussi que ça engendre de la déforestation suivant quel aliment on souhaite manger, que ça peut entraîner de la dégradation des sols, qu'il y a une question de sécurité alimentaire, que ce soit justement en Suisse pour la quantité qu'on arrive à produire sur notre propre sol et qu'on arrive à du coup ne pas importer de l'extérieur. Merci. Ça impacte la biodiversité, évidemment, indirectement. Il y a des questions de qualité nutritive et de bien-être animal. Donc finalement, il n'y a pas que l'angle CO2, même si aujourd'hui on va faire un focus CO2, vous le verrez, je fais quelques nuances quand même, parce que parfois on peut se dire, est-ce que c'est mieux le local, mais pas bio, ou est-ce que c'est mieux le bio? On le verra qu'il y a d'autres en fait, aspects à prendre en compte si on veut avoir une image complète. Non, ça ne marche pas mieux malheureusement. Du coup, tu peux cliquer encore. Donc, dans les faits, je vous donnerai quelques chiffres petit à petit au fur et à mesure de la présentation. Le premier, c'est que l'alimentation en général sur l'impact carbone qu'on a en tant qu'humain, c'est 25% des émissions mondiales des gaz à effet de serre. Donc, j'espère que pour vous, c'est clair quand on va parler d'équivalent CO2, mais sinon, n'hésitez pas à demander. En tout cas, il faut savoir que 25% de tout ce qu'on émet comme équivalent CO2 est dû à notre alimentation. Donc, si on agit là-dessus, ça peut avoir quand même un gros impact. Ensuite, là, c'est plus spécifique même à la Suisse. 50% de l'impact environnemental de notre alimentation en tant que citoyen suisse et citoyenne suisse, c'est en raison des produits d'origine animale, que ce soit viande, lait, fromage, autres, les œufs. C'est du coup, voilà, sur la totalité de notre impact, on sait déjà que 50%, c'est uniquement les produits d'origine animale. Donc, on va comprendre, on va essayer de voir après quelle est la gradation entre les différents produits animaux et où est-ce qu'on peut trouver des alternatives. On va mettre le troisième. Ça, c'est un chiffre intéressant, pas forcément en rapport avec directement la quantité de CO2, quoique, c'est qu'en Suisse, on est autosuffisant à 50%. Donc, on doit quand même importer 50% de nos aliments, ce qui peut avoir des enjeux quand même. Quand on le voit, il y a des perturbations, que ce soit sur les guerres ou le cours du pétrole ou autre. On sait qu'on est assez dépendant quand même. 50% de notre alimentation ne vient pas de Suisse. Alors du coup, on va faire ce petit quiz. Déjà pour avoir un peu, voir votre perception sur le sujet, voir ce que vous en savez déjà peut-être ou pas. Donc, pour ceux qui sont en ligne, du coup, Fabien va lancer la première question. Et pour nous, ici, vous pourrez voter à main levée. Donc, pour vous, quelle est la baisse d'émissions qu'on peut observer quand on compare un régime alimentaire végétarien et un régime moyen suisse, disons plutôt omnivore? Est-ce que vous pensez que c'est de l'ordre de moins 20% quand on passe à un régime végétarien, moins 30, moins 50, moins 10? Alors, peut-être à main levée, qui pense que c'est moins 20%? Personne. Fabien. Moins 30%? Ouais, 2 personnes. Moins 50%? Ok, d'autres aussi. Et moins 10%? Ok, alors c'est intéressant parce que c'est assez varié. Je ne sais pas si on a déjà les réponses en ligne. En ligne, on a 2 tiers des réponses qui sont à 30%, moins 30%. Ouais. Un quart des réponses qui est à moins 50%. Ok. Et 10% des réponses qui est à moins 20%. Ok. Alors, c'est assez juste au final. C'est moins 30% la réponse. Donc, on sait qu'en fait, en éliminant une grande partie de nos produits, qui soient de la viande ou du poisson, je n'arrive pas à passer à la suite, c'est moins 30% des émissions. Il faut savoir qu'on peut remettre encore même un après. Oups, voilà. Il y a différents degrés. Donc, évidemment, quand on dit végétarien, en théorie, c'est qu'on a éliminé tout ce qui est viande, tout ce qui est poisson. Il y a encore les régimes flexitariens, où il y a d'être à l'autre opposé plutôt vegan. Donc ça, c'est quand on élimine tout ce qui est vraiment d'origine animale. Ce qu'on a pris en compte dans cette étude-là, c'est que pour un régime moyen, qui est le premier, c'est environ 7 repas par semaine où on prend de la viande, donc ça voudrait dire une fois par jour. Un régime flexitarien, tel que celui qui est ici, c'est 4 repas avec de la viande par semaine, avec 3 fois où ce serait du poisson et une fois seulement de la viande rouge. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a une gradation. Parfois, on est étonné que le régime végétarien soit peut-être pas plus, réduise pas plus les émissions. Il faut se dire que c'est quand même déjà pas mal, moins 30%.
et que ça fait déjà presque 1 tonne de CO2 par an par personne. Donc, je redonne pour ordre de grandeur, on est à 14 tonnes en moyenne par Suisse par an. Il faudrait qu'on soit à 1 tonne et demie d'ici 2050. Du coup, déjà, en éliminant potentiellement la viande et ou le poisson, on arrive à réduire de 1 tonne. Mais il y a du coup une possibilité de ne pas tout faire d'un coup, parce que c'est souvent ça qui est compliqué, et d'être déjà flexitarien. Ça peut déjà diminuer de presque 25% son impact. On reviendra sur cette notion-là de différents régimes. Ensuite, deuxième question. D'après vous, quelle est la proportion de pâturage sur les terres agricoles suisses? Donc, j'explique. D'après vous, donc sur toutes les terres qu'on arrive à cultiver en Suisse, qui sont dédiées vraiment à l'agriculture, combien sont en fait vraiment pour faire de l'agriculture plutôt de légumes, céréales ou autres, et combien sont des pâturages dédiés plutôt aux animaux? Est-ce que c'est 20%? Vous pouvez voter. Non, 35%, 55% ou 70%. Je vois qu'ici, il n'y a pas eu de. On ne s'est pas prononcé, hein? Vote blanc. Je ne sais pas si. 55, ok, ouais. Je ne sais pas si. Tu pourras répéter parce que les gens ils n'entendent pas beaucoup, mais Ouais, en première position c'est 35%, 35. 52% des voix, ensuite 55% avec 33% des voix, Ouais. 20% avec 17% des voix et 50% avec 8%. Ok, donc si je répète brièvement, il y a beaucoup de gens qui sont plus pour 55, c'est juste, et en dernière position plutôt 70. 35 en premier, puis 55. Ok, 35 en premier, puis 55, puis 70. Enfin, puis 20, puis 70. Alors la réponse va peut-être vous étonner du coup, c'est 70%. Donc ça va peut-être assez intéressant. C'est aussi une des raisons qui fait qu'on doit importer 50% de notre nourriture. C'est que finalement, on est beaucoup plus axé sur les pâturages pour les animaux que dans l'agriculture de céréales ou de légumes ou de fruits. Et ça, justement, c'est donc une étude qui a été faite par le Saint-Institut, KVE, CCE, CCA, mais vous pourrez retrouver les sources sur les slides que je vous distribuerai. Donc, en Suisse, 37% de la superficie des terres sont des terres agricoles. Et sur ces 37%, il y a une répartition de 70% qui sont des pâturages, 25% qui sont cultivés. Il manque effectivement encore un petit pourcentage, mais c'est de l'affectation mixte, on va dire. Donc, c'est quand même un chiffre intéressant à retenir, ce qui veut dire aussi qu'on comprend pourquoi l'alimentation de la viande a un impact, c'est qu'on a besoin de beaucoup d'espace en fait pour pouvoir manger beaucoup de viande. Ouais, il y a une question. Je ne sais pas si vous savez. Est-ce qu'on pourrait. Il y a certains pâturages qui ne peuvent pas être cultivés. Ouais. Alors, il y aura une slide spécifiquement là-dessus et c'est une très bonne question. Je répète, donc est-ce qu'il y a des pâturages justement qui seraient en fait non disponibles à la production agricole de fruits et légumes? Et effectivement, c'est le cas, donc on reviendra là-dessus un peu plus tard. Ouais. Très bonne question. Ensuite, troisième question. D'après vous, quelle est l'augmentation de l'impact énergétique quand on transporte un aliment par avion plutôt que par camion? Donc, est-ce qu'on fait x2 en consommation énergétique parce qu'on passe par l'avion, x10, x30 ou x100? On peut faire un peu rapidement. Donc, x2, je pense qu'on utilise 2 fois plus d'énergie en utilisant l'avion. Peut-être x10, x30. Ouais, ok, la majorité, tout le monde ici. Et x100, du coup, personne. Est-ce que dans le chat, il y a… Alors en ligne, c'est x30 avec 60% des voix. Ouais, 60. x10 avec 23% des voix. Et x100 avec 15% des voix. Et x2. Ok. Alors, c'est très juste. Donc, la majorité des gens ont voté x30. Donc, c'est exact. C'est 30% d'énergie en plus quand on utilise l'avion. Et on va le voir justement pour quel type de produit, justement, l'avion est plus souvent utilisé. Et du coup, il faudrait éviter en priorité. Donc, j'ai remis ce chiffre. Donc, 30 fois plus de consommation d'énergie pour le transport de denrées alimentaires par avion que par camion. Et si on fait la comparaison par rapport au bateau, c'est encore plus. Ce serait de l'ordre de 100 fois au moins. Le bateau étant beaucoup moins consommateur d'énergie par tonne transportée. Donc, on dit, s'il fallait comparer un peu, qu'un légume qui impacte le plus, ce sera en priorité celui qui est transporté par avion,
Après, ce serait un qui serait cultivé sous serre chauffée, mais transporté par camion, ou commercialisé sous verre, c'est assez rare, ou congelé. Donc vraiment, s'il faut, en termes de transport, s'il faut réduire un des achats qu'on fait, ce serait éventuellement tout ce qui est transporté par avion, parce que c'est vraiment beaucoup plus consommateur que les autres moyens de transport. Qu'est-ce qui est souvent transporté par avion? En réalité, l'avion est utilisé pour tout ce qui est justement à consommation qui nécessite d'être transporté rapidement. Donc, généralement, c'est tout ce qui est fruits frais ou surgelés. Ça arrive aussi que justement, pour avoir le cycle du froid qui soit maintenu tout le long, on transporte des choses surgelées par avion. Donc, ça augmente encore en plus l'impact. Les légumes frais et surgelés, donc pareil, fruits ou légumes, pareil, hein. Et poissons et crustacés, pareil, parce qu'ils doivent ils doivent pas rester trop longtemps dans des boîtes, sinon ils deviennent rapidement mauvais. Donc, ce qu'il faut retenir peut-être de cette information, c'est que si on prend des fruits frais qui ne sont pas locaux, il y a de très grandes chances qu'ils soient transportés par avion. Si on prend des fruits frais surgelés, pareil pour les légumes, il y a aussi de grandes chances qu'ils soient transportés par avion. Et enfin, tout ce qui est poissons et crustacés, pareil, si ce n'est pas de la production locale du lac ou ailleurs, grande chance qu'ils soient transportés par avion. Donc maintenant, je vais vous refaire un petit peu un état des lieux de l'empreinte carbone de l'alimentation. Maintenant qu'on a un petit peu vu ces choses-là, c'était plutôt une mise en bouche. Donc ça, c'est pour faire un lien avec la première présentation qu'on a eue. Donc on a vu qu'un Suisse ou une Suisse moyen, c'est environ 12 à 14 tonnes de CO2 par an. Et ça se répartit selon ce donut, avec en premier lieu, donc se faire les transports, ce qu'on avait dit lors de la dernière présentation, que ce soit pour la mobilité professionnelle ou de loisirs. Après, c'est les logements, donc tout ce qui est lié à la construction des logements, mais surtout et aussi l'utilisation d'énergie dans le logement. Et l'alimentation arrive presque ex aequo hein, sur les logements alimentation, 20,3%. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que l'alimentation, c'est presque c'est 1/5 de notre impact total. Le reste, voilà, vous l'aurez dans les slides. Mais du coup, quand on agit sur les transports, le logement et l'alimentation, on a déjà fait le gros du boulot. Si vous étiez là à la première séance, du coup, on décrit qu'il y a une partie où c'est lié aux infrastructures qu'on utilise, qui sont à disposition de tout le monde, donc c'est difficile de les réduire. Et après, ce serait tout ce qui est consommation, achat, restaurant, loisirs. Mais aujourd'hui, on se concentre du coup sur ce 1/5 là. Donc ça, c'est aussi un graphique que j'avais montré lors de la première présentation, mais comme ça, vous pouvez bénéficier aussi de ces informations. Donc, dans la partie « je mange », donc la partie alimentation, qui représentait donc environ 1/5, on voit ici que c'est légèrement différent. Vous voyez, gaz et fuel tout à l'heure, c'était presque, le logement, c'était presque au même niveau. Ça dépend en fait de ce qu'on met dans ces boîtes. Parfois, une partie de ce qui est mis dans « je me loge » est reporté dans dépenses publiques parce qu'on considère que la construction d'un immeuble, ce n'est pas à imputer entièrement à une personne, mais c'est à répartir collectivement. Mais l'ordre de grandeur est quand même là. Du coup, la viande, c'est quand même ce qui va reprendre la plus grande partie de notre alimentation, de notre impact lié à l'alimentation. Je pense que ce n'est pas une surprise. Ce qui peut être parfois plus surprenant, c'est la partie boisson. Donc, on entend là tout ce qui est alcool, tout ce qui est, par exemple, thé froid, tout ce qui est jus, tout ce qui, en fait, nécessite d'être mis soit en canette, soit dans des bouteilles en verre, parfois transformé en usine. En fait, toutes ces boissons-là, on ne considère pas que du thé froid fait maison ou du sirop qui aurait été fait par quelqu'un de proche, local, ça rentrerait dans un grand impact. Mais les boissons en général, souvent quand même les alcools ont un grand impact parce qu'ils viennent rarement d'ici. Bien qu'il y ait pas mal de producteurs de bière suisse, on a tendance à oublier tout ce qu'il y a d'autre comme boissons, les vins notamment aussi. Malheureusement, on ne consomme pas que du local. Donc, viande, boisson, et puis en troisième, le lait et les œufs. Donc, c'est un peu les grands postes sur lesquels il faut agir. Et je vous spoil déjà pour la suite, les boissons, c'est notamment leur provenance, mais c'est aussi lié à l'emballage. Parce que pour les autres catégories, l'emballage n'a pas tant d'impact que ça. Par contre, pour les boissons, on utilise beaucoup le verre, et le verre a un fort impact environnemental. Malheureusement, on a peu de systèmes avec des consignes.
Donc, le verre, il va être jeté, recyclé, d'accord, mais en utilisant énormément d'énergie. Donc, l'emballage en verre participe à cet impact de la boisson. Ça veut dire que si on veut boire de la bière, il vaut mieux la boire en canette alu qu'en bouteille de verre. Par exemple, donc je répète juste la question pour ceux qui sont en ligne. Donc, est-ce que ça vaudrait mieux de boire de la bière en canette alu qu'en verre? La réponse est oui, d'un point de vue pur carbone. Ça veut aussi dire que c'est encore mieux d'aller la boire dans un bar où eux, ils ont en fait des gros fûts parce que l'impact du coup est réduit pour la quantité. Donc, ça fait marcher le commerce local aussi. Mais on reviendra sur cette question aussi de différence d'emballage. Ouais. J'aurais aussi Oui. des consignes en Suisse sur les verres, parce que ça, j'ai vu dans plusieurs pays Ouais. en Europe et en Suisse, pas du tout. Alors, je répète à nouveau aussi la question. Donc, il y a une question sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas de système de consigne. Je n'ai pas la réponse, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de système de consigne. Je pense que c'était logistiquement trop important. Ça augmenterait trop le prix des boissons, je ne sais pas. Mais c'est une très bonne question. Enfin, ce serait une bonne chose à mettre en place, mais je n'ai pas la réponse sur pourquoi ça n'existe pas. Ou ça existait, mais ça s'est un peu perdu, en fait. Pourquoi ça s'est perdu? Alors ensuite, pour du coup, le régime moyen, donc c'est toujours sur la partie je mange, hein, cette partie-là. On sait en fait que la majorité de l'impact de notre alimentation, c'est finalement comment est produit l'aliment qu'on va manger. Est-ce que c'est justement de la viande qui a été nourrie avec du soja importé? Est-ce que c'est une culture de céréales qui est sur des cultures intensives qui nécessitent beaucoup d'intrants? En moyenne, avec toutes ces données, on sait que c'est 78% de l'impact qui est lié à l'agriculture. Et puis, après, dans l'ordre de grandeur, 7,5% sur le transport. On tient compte d'un panier moyen, hein, donc une partie qui vient par bateau, une partie par camion, une partie par avion. Ensuite, c'est l'emballage et ensuite, ce serait la transformation. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Déjà, c'est que comment est produit l'aliment qu'on consomme, c'est primordial. Ça dépasse de loin tout le reste. Après, intéressant de se poser la question d'où vient l'aliment qu'on consomme. Et encore après, quel est l'emballage? Ça ne veut pas dire qu'il faut, par exemple, je ne voudrais surtout pas que vous reteniez, ça ne sert à rien d'aller dans une boutique en vrac, ça a d'autres avantages. Voilà, pour l'ordre de grandeur, c'est surtout comment a été produit l'aliment qu'on mange, ensuite, comment il a été transporté, et après, comment, disons, il est conditionné. Là, c'est peut-être un graphique que vous avez déjà vu. C'est si on se focalise sur les différents types d'aliments qu'on mange, sans surprise peut-être, c'est que forcément, c'est tout ce qui est viande rouge qui est en premier. Ce à quoi on s'attend parfois moins, c'est le fromage. Le fromage est quand même troisième là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il faut d'énormes quantités de lait, surtout en Suisse pour faire les fromages à pâte dure. Donc, ça nécessite aussi d'avoir des vaches. Et du coup, c'est presque les mêmes impacts que la viande, puisque c'est tout ce qui est rumination, fermentation et tout ça. Donc, voilà, sur les aliments qui ont le plus d'intensité carbone, ce serait bœuf, agneau, fromage, pour le top 3, on va dire. Donc, s'il faut agir pour réduire son impact environnemental, ce serait intéressant de réduire la consommation de viande et de produits laitiers. Maintenant, est-ce que, si on veut avoir autant de protéines que nous apporte la viande, est-ce que c'est le même impact? On pourrait se dire que si je mange 1 kg de bœuf, là, je vais donner des faux chiffres, j'ai 1000 équivalents de protéines. Et quand je prends des lentilles, il m'en faut beaucoup plus. Alors du coup, finalement, est-ce que l'impact des lentilles ne serait pas plus important? C'est une question que des chercheurs se sont posées. Je reviendrai à ce graphique-là après. Et on a le même graphique, cette fois-ci, par 100 grammes de protéines. C'est-à-dire, si mon but, je pense à ceux qui font beaucoup de sport et qui disent moi, j'ai besoin de protéines et je veux mes 100 grammes de protéines, par 100 grammes de protéines, on garde quand même le même impact. En fait, pour avoir 100 grammes de protéines, en fait, par équivalent 100 grammes de protéines, c'est toujours le bœuf qui est en premier. Ensuite, c'est l'agneau. Ensuite, après, il y a d'autres aliments, crevettes, vaches, fromage, et ainsi de suite. Mais pour avoir ces 100 grammes de protéines, c'est quand même toujours plus intéressant de consommer des protéines végétales. Donc ça, c'est aussi à garder en tête. Si on a l'idée que, par exemple, il faudrait plus de protéines végétales
et que du coup, on aurait plus d'impact CO2 pour compenser. En fait, c'est faux. Les protéines végétales, ça reste toujours plus intéressant pour le même équivalent de 100 grammes. Et ce petit graphique-là, ce que je voulais montrer par là, donc en fait, ici, on a pris pour chaque aliment la répartition de l'impact entre la partie comment il a été produit, agriculture, la partie transformation, emballage, transport, consommation. Donc c'est un peu le même, vous voyez, si vous vous souvenez, ce graphique-là. Ça, c'est une moyenne pour tout. Là, c'est par aliment. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce graphique qui est assez intéressant? C'est qu'en fait, pour certains aliments, par exemple la viande et le fromage, c'est vraiment la manière de fabriquer ces aliments-là qui est impactante. Donc finalement, si on pense qu'on va acheter de la viande, on va dire allez, de la viande qui serait produite ici localement, alors j'entends pour des conditions identiques, hein, mettons que ce soit une agriculture biologique, c'est la viande bio, mais qui est produite en Suisse ou en France, on n'a pas forcément gagné beaucoup en prenant Suisse plutôt que France. Parce qu'au final, la part transport, elle est toute petite. Ce qui a beaucoup d'impact, c'est le fait qu'il faut faire grandir cette vache, qu'il faut la nourrir, qu'elle-même, elle rumine et puis elle dégage du méthane. Donc, ce n'est pas tant le transport qui impacte. À nouveau, ce que je dis là, il faut bien le comprendre dans son contexte. Je n'incite pas à aller manger de la viande qui vient de très très loin. Mais pour dire, c'est plutôt la viande en elle-même pour la produire qui a de l'impact. Alors que sur les fruits et les légumes, c'est différent. Évidemment, il y a un impact pour faire en sorte que ces arbres poussent et ainsi de suite, mais c'est surtout le transport qui va être impactant. Donc là, on voit que justement, si on choisit des fruits qui viennent de très loin, c'est sûr et certain qu'on va avoir un impact important parce que ça vient par avion et autres. Donc ça, il faudrait vraiment privilégier des fruits et légumes locaux. Ce qui, en plus de ça, fait tourner le commerce local. Donc, je vous laisserai peut-être analyser ça. On peut aller reprendre juste l'exemple des boissons. C'est ce que je vous disais avant. Là, c'est surtout l'emballage qui est impactant. Donc, s'il faut se dire, je veux quand même consommer des boissons, alors je vais de toute façon consommer cette boisson. Si elle existe, soit emballée dans du verre, soit dans de l'aluminium, c'est peut-être mieux effectivement l'aluminium. Voire encore mieux le PET. Mais bon, la bière, on ne la trouve pas dans le PET. Mais voilà. Par exemple, si on a du jus qui est vendu dans des bouteilles en verre ou du PET, c'est par exemple mieux de prendre en PET. Donc ça, c'est intéressant aussi. Alors voilà, si on sait que finalement l'emballage veut être réutilisé dans un circuit assez court, si c'était consigné, ce serait intéressant. Mais si de toute façon, ça doit passer par une filière de recyclage, c'est sûr que ça va quand même utiliser pas mal d'énergie de recycler du verre. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ou même dans le chat ou ça va? Il y a une question dans le chat. Ouais. Quel est l'impact des substituts de viande, entre parenthèses ultra transformés industriellement, versus la viande? Alors, c'est une bonne question. C'est pas si mal que je garde ça. Ah oui, je vais répéter la question effectivement. Donc dans le chat, il y a une personne qui a demandé quel est l'impact des substituts de viande ultra transformés versus la viande. Alors, je n'ai pas pu sortir un graphique qui me montrerait exactement le résultat parce qu'en fait, il y a énormément de recettes différentes de différentes marques avec différents intrants ou différentes compositions. Ce qu'on peut retenir, c'est que de toute façon, quelque chose qui est ultra transformé de manière industrielle, c'est et mauvais pour le corps en termes de santé et mauvais pour l'environnement. Si on doit le comparer à de la viande, je ne pourrais pas dire que c'est beaucoup plus intéressant de prendre du ultra transformé. Je pense, d'après les études que j'ai lues, que c'est un peu moindre, c'est-à-dire que l'impact de l'ultra transformé, sachant que toutes les usines sont très optimisées et autres, il y aura quand même un impact un peu moindre que la viande, mais il y aura tellement de côtés négatifs à se dire qu'on prend de quelque chose qui a été, où il y a beaucoup d'additifs et autres, que ça ne vaudra pas la peine d'un point de vue même santé ou biodiversité. Ce qu'il faut faire, si je peux répondre en changeant un peu la question, c'est comment réellement bien substituer la viande. Ce n'est pas en mangeant des corps nature super transformés, c'est en prenant d'autres protéines végétales qui, elles, sont déjà disponibles sans transformation. Typiquement, dans certaines céréales, dans les lentilles, dans les tofu, les flocons d'avoine, dans les pois chiches, ce sera beaucoup mieux. Donc, au lieu d'essayer de quand même défendre la viande, parce que parfois c'est ça qu'on sous-tend par cette question, autant plutôt se dire, autant prendre une vraie alternative à la viande non ultra transformée.
Ça, c'est un peu le même graphique que je vous ai montré tout à l'heure avec la différence entre les différents impacts. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est sur les différents régimes alimentaires. À nouveau, juste ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plusieurs possibilités avant d'être complètement, par exemple, vegan. Et que les véganes, on avait déjà noté ça la dernière fois, il y a une part un peu plus importante liée à tout ce qui est transport, parce qu'au final, parfois, certains aliments viennent d'un peu plus loin, mais globalement, ils ont un impact quand même moindre. Donc là, je passe à un nouveau chapitre, c'est-à-dire que là, on a fait un peu l'impact carbone, les chiffres bruts. Maintenant, on va voir quels sont finalement les critères intéressants pour avoir une alimentation durable. Et qu'est-ce que ça veut dire surtout? Donc, une alimentation durable, ça suit en gros ces 5 principes-là. C'est une alimentation qui est plus végétale, qui est plus locale, qui met en avant des critères biologiques, agriculture biologique, de saison et avec le moins de gaspillage possible. Donc, on va voir ces points un par un. Et une image que je trouve intéressante à montrer, c'est justement cette pyramide alimentaire. Donc, en fait, ça, c'est vraiment nos besoins pour notre corps, pour être en bonne santé, avec vraiment fruits et légumes en bas et tout au-dessus, tout ce qui est viande et fromage. Et la pyramide environnementale, elle est exactement opposée. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire ce qu'on a besoin le moins, c'est ce qui a le plus d'impact. Et c'est parfois ce qu'on a tendance à le plus manger. Et pour dire, si on voulait tous se nourrir, un peu comme tous les nutritionnistes nous disent de se nourrir, on resterait dans ces aliments-là et du coup, on aurait un impact environnemental qui serait assez correct. Donc, finalement, manger selon les principes d'alimentation durable, c'est finalement aussi bien manger pour sa santé. Voilà, c'est tout bon. Donc, le premier critère où on dit, c'est potentiellement réduire sa consommation de viande. Pourquoi déjà? On fait un petit exercice où on s'imagine comment est produite la viande. Déjà, pour qu'elle puisse se développer, la vache ou le bœuf ou autre doit manger énormément. Donc déjà, il faut se demander d'où vient sa nourriture. Il y a une différence assez importante entre tout ce qui est exploitation industrielle, c'est la question qu'avait posée madame, ou celle qui est justement sur des pâturages de montagne. Donc en soi, on sait qu'il y a certains terrains sur lesquels on ne peut pas cultiver de légumes ou de fruits, en montagne notamment, et à ce moment-là, potentiellement, ce n'est pas problématique d'avoir des vaches qui sont à cet endroit-là, c'est même bénéfique. Parfois, on dit que ça peut améliorer la biodiversité. Simplement, c'est très compliqué de nourrir uniquement une vache avec ce qu'on va trouver sur place. Déjà, il n'y aura que l'herbe en été et on doit quand même faire du fourrage qui vient d'autres champs. Donc, on peut nourrir des vaches avec des champs qui sont impropres à l'agriculture de légumes ou de fruits, mais en fait, on peut en nourrir très peu. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'en fait, ça irait. On pourrait se dire qu'il ne faut pas éliminer complètement la viande, mais ça veut quand même dire la réduire drastiquement parce que nourrir uniquement des vaches en pâturage en haute montagne, donc sur les alpages, c'est carrément 100 fois moins de viande que ce qu'on aurait maintenant. Ou je suis même peut-être encore un facteur 10, peut-être c'est 1000 fois moins de viande que ce qu'on a maintenant. Donc effectivement, pour rebondir sur cette question, ce n'est pas exclu de dire que finalement la vache qui grandirait ou qui mangerait en haute montagne, c'est intéressant parce que ça valorise aussi des terrains. Simplement, il faudrait alors manger plutôt celle-ci et donc réduire par 10, par 100 notre consommation de viande. Donc sur son cycle de vie, elle va émettre des gaz parce que finalement son système digestif fait qu'elle émet beaucoup de méthane. On a besoin aussi d'énergie pour, même quand on va devoir la traiter, on va devoir l'abattre, on va devoir la découper. On va devoir aussi traiter ses effluents. Donc ça, c'est plutôt pour les exploitations justement industrielles où il y a énormément de vaches sur un terrain réduit. Il y a toutes les déjections et tout ça, et on n'arrive pas forcément à les gérer comme il faut. Et finalement, comme je disais, comment est-ce qu'elle est nourrie? Donc c'est tout ça qui participe à son impact très important. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours les chiffres qu'on a de l'impact carbone et il y a le contexte dans lequel on va soi-même aller acheter de la viande. Et c'est vrai qu'on peut se dire que de la viande qui viendrait d'un producteur local qui fait aller ses vaches monter en été et puis qui n'a pas non plus 10 000 vaches au mètre carré, potentiellement, il va avoir beaucoup moins d'impact ici sur la partie effluent, beaucoup moins d'impact sur la partie énergie et sur l'alimentation encore moins parce qu'il ne doit pas faire venir du soja du Brésil. Et donc, dans ce cas-là, ça pourrait aller. Mais là, à nouveau, c'est une moyenne.
Ça veut dire qu'en moyenne, la viande qu'on retrouve dans les supermarchés, elle a énormément d'impact. Donc, ce que je dis là, il faut toujours le considérer dans son contexte. Et il faut se dire que ça, c'est l'impact de la viande qu'on va retrouver le plus souvent dans les burgers, qu'on va retrouver le plus souvent dans les restaurants qui n'indiquent pas la provenance, qu'on va retrouver le plus souvent dans les étals au supermarché. Donc, c'est pour ça que je mets ces chiffres-là. Et puis, ça consomme énormément d'eau. Donc, on dit que pour 1 kg de bœuf, c'est un peu le chiffre qu'on retient, c'est 15 000 litres d'eau. Après, il y a des gens qui reviennent un peu sur ce chiffre parce qu'on compte toute l'eau sur le cycle de vie, mais ça utilise énormément d'eau, ça reste un fait. Je ne vous ai pas perdu, ça va, sur cette partie viande? Top. Donc, je fais quand même un petit lien avec l'empreinte carbone de la viande. Donc, sur la consommation moyenne qu'on a, actuellement, c'est 26% de l'impact de notre alimentation qui est dû à la viande et aux poissons, encore 18% aux boissons, encore 17% au lait et aux œufs. Donc, si on somme un peu ça, on arrive plus ou moins aux 50% qui sont dus aux produits animaux qu'on a vus au tout début de la présentation. Il y a 3 fois plus d'impact environnemental entre un repas carné et un repas non carné. Donc, si on remplace la viande, on peut diminuer par 3 en fait, son impact environnemental. Et ça, c'est intéressant, je trouve. En moyenne, en Suisse, on mange 9 repas par semaine avec de la viande. Et ça, c'est de 2019, donc c'est assez récent comme statistique. Donc, ça voudrait dire qu'on mange presque 2 repas, sans compter le week-end, par jour avec de la viande. Et que les recommandations, en fait, si on sort de la considération environnementale, mais la considération plutôt santé ou nutrition, ce serait 2 à 3 fois par semaine maximum. Donc, je trouvais intéressant de le mettre aussi pour dire, en fait, on peut aussi se dire que c'est intéressant de réduire la consommation de viande juste pour une question de santé. C'est étudié que si on réduit sa consommation de viande, il y a moins de risques cardiovasculaires, on a une longévité plus importante chez les personnes qui consomment un peu moins de viande. Et autre information intéressante, après on aura clôturé ce sujet viande, c'est que du coup, pour nourrir chaque personne en Suisse, pour avoir son assiette qui soit remplie tous les jours de l'année, il faudrait, pour un régime non carné, environ 1000 m² de surface agricole, ou si on a un régime carné, 2000 m². En fait, en ayant une alimentation très carnée, on demande beaucoup plus d'espace. Et si vous faites un petit calcul donc, entre la population suisse et les nombres de mètres carrés qu'il faut, on se rend compte aussi de pourquoi plus on mange de la viande, plus on doit apporter de la nourriture. C'est que tout simplement, il n'y aurait pas suffisamment de surface disponible pour avoir plein de ruminants et faire pousser des légumes et ainsi de suite. Tout ça, ça ne peut pas exister sur un territoire comme la Suisse pour nourrir tous les Suisses. Donc, si on mange beaucoup de viande, ce qui est le cas actuellement, on est obligé d'importer. Si on passait à un régime avec un peu moins de viande, on réduirait la surface nécessaire, ce qui pourrait améliorer du coup notre souveraineté ou autosuffisance alimentaire. Il y a aussi quelques chiffres intéressants. Donc, il y a un élevage en pâturage en comparaison à une tenue en étable. Donc là, c'est de nouveau la même question que vous aviez posée. C'est quoi la différence si on mange de la viande? Parce que l'idée, c'est de dire il faut la réduire, mais mettons qu'on aime toujours en manger. Privilégions ce qui va être élevé en pâturage, en alpage, par rapport à ce qui est fait dans des usines à viande, si on peut appeler ça comme ça. On réduit les risques écotoxiques pour les eaux, parce que finalement, c'est ce que je disais, il y a le problème des effluents dans ces grosses usines à viande. On réduit les risques écotoxiques pour les sols, parce que finalement, s'il y a beaucoup trop de vaches ou de bœufs au même endroit, qui urinent au même endroit, en fait, on met beaucoup trop d'ammoniac et d'azote sur ces sols, et du coup, ils sont justement très pollués, parce que quand c'est en trop grande concentration, c'est polluant. On réduirait l'épandage de potasse. Alors là, je n'ai pas l'explication exacte de ce que c'est. Et on ferait moins 100% de déboisement de forêt tropicale. Effectivement, si on mange que de la viande de vaches qui sont sur nos alpages, on n'a pas besoin d'aller, et qui mangent du fourrage du coup sur place, on n'a pas besoin d'aller couper du soja au Brésil pour nourrir nos vaches. Donc ça a beaucoup d'impact finalement si on décide de continuer à manger de la viande. Je prends mon cas par exemple, j'ai essayé de drastiquement réduire, mais j'en mange encore 1 fois, 2 fois par mois. Parce que c'est un apprentissage et c'est quelque chose à faire sur le long terme. C'est impossible de changer comme ça. Je vais privilégier le type de viande qui finalement a quand même moins d'impact. Parce que si je veux toujours en manger, il y a des alternatives qui ont moins d'impact. Et puis ça, c'est juste la surface nécessaire pour produire 1 kg de bœuf. Mais ça revient en fait à dire pourquoi est-ce qu'on a besoin de beaucoup plus de surface quand on a un régime très carné. C'est plus ou moins clair?
Top. Et puis, quand on dit viande, il y a viande et viande. Donc, j'ai remis ce petit graphique qui parle en fait de l'impact différent qu'il y a entre, par exemple, l'agneau, le bœuf, le porc et la volaille, tout ce qui est poulet. Donc, pareil, là aussi, on peut se dire, ah bah, j'aime encore bien manger de la viande. Peut-être que je peux me rediriger plutôt vers ce qui est poulet. Parce que pour 1 kg de poulet, on a beaucoup moins d'impact environnemental. À titre informatif, on a moins d'impact en mangeant 1 kg de poulet que 1 kg de fromage à pâte dure. Voilà, c'est toujours intéressant à garder en tête. En quantité, on mange jamais une quantité égale. Non, effectivement. Mais s'il fallait avoir… oui, c'est vrai. En quantité, on ne mange pas effectivement la quantité égale. Ce petit slide, pareil, comme vous aurez les slides après coup pour chez vous, intéressant parce que ça donne des informations sur comment substituer la viande pour, par exemple, toujours avoir des protéines ou toujours avoir du fer. Parce qu'on entend souvent que si on passe à un régime végétarien, on a des risques de carence. Ce n'est pas faux si on ne fait pas attention à son alimentation, mais ce n'est pas juste non plus de dire qu'en étant végétarien, on n'aura plus aucune de ces deux substances. En fait, on a toujours du fer et des protéines qu'on peut retrouver dans d'autres aliments. Donc voilà, ici, bœuf, 100 g de bœuf, c'est l'équivalent de 300 g de lentilles ou 80 g d'amandes ou 250 g de tofu ou de 4 œufs. Et puis, pour l'alimentation en fer, on peut retrouver dans tous ces produits-là. Ce graphique-là ou ce schéma-là ne dit pas attention, certains aliments viennent de plus loin. Ça, c'est à vous de continuer à faire ce travail. Mais au moins, vous savez que vous pouvez retrouver finalement ces deux choses importantes pour le corps dans ces aliments-là. Ensuite, je continue sur les principes de qu'est-ce qu'une alimentation durable. Il y a manger local et de saison. Alors, local, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que, comme on l'a vu au tout début, on réduit les émissions liées au transport, notamment si des choses viennent par avion. Et si on mange de saison, on réduit tout ce qui est risque lié aux fruits ou légumes qui poussent sous serre. Donc, si on a des producteurs locaux, quand on va au marché, quand on va chez des commerçants qui travaillent avec des agriculteurs locaux, c'est intéressant parce que ça va réduire, pour ces deux raisons, l'impact environnemental. Parce que le chauffage des serres et le transport, ça émet énormément de CO2. Et le co-bénéfice, si on veut appeler ça comme ça, c'est de soutenir l'économie locale, toujours dans l'optique de dire si on ne consomme pas ici, on l'importe ailleurs et ça diminue notre souveraineté alimentaire à nouveau. Hop, je suis allé trop vite. Ce graphique-là, il compare en fait pour un même aliment, donc pour 1 kg de haricots, la différence d'impact si on le consomme local de saison. Alors, il manque l'unité. Alors, du coup, je pense que c'est par gramme de CO2 équivalent. Et s'il faut, je reconfirmerai. S'il est mis en conserve, on augmente un peu l'impact et c'est dû en fait à l'emballage. S'il est transporté par bateau et par camion, donc il viendrait des pays limitrophes, on augmente encore un petit peu. S'il est surgelé, finalement, c'est aussi toute la chaîne de froid qui va impacter énormément, y compris chez soi quand on va devoir le conserver froid. Cultivé sous serre, chauffé en Suisse. Alors là, on voit que c'est énorme l'impact puisque finalement, on produit des haricots quand ce n'est pas leur saison. Et donc, il faut, en Suisse, il fait quand même assez froid, surtout qu'on ne va pas produire des haricots surgelés dans les régions où il fait le plus chaud. Et du coup, on va devoir investir énormément d'énergie. Et puis enfin, si on le transporte par avion, ça reste encore plus important. C'est exactement le même, ce que je vous ai montré au tout début. C'est en premier l'impact de l'avion qui rentre en compte. Puis après, ce serait l'énergie s'il fallait le faire en chauffant sous serre. Et après, c'est le reste surgelé, transporté par bateau et ainsi de suite. À retenir de ça, privilégions local de saison, mais au moins, vous voyez en chiffres, c'est quoi les différents impacts, quoi. Puis si vous avez la possibilité de soit de prendre quelque chose qui a été mis en conserve en Suisse ou transporté par avion et vous vous dites « Ah, mais ce serait bien de l'avoir plus frais », faut se souvenir que c'est au moins x4 l'impact. Ici, on va parler de pourquoi privilégier davantage le biologique. Donc, c'est finalement tous ces aliments qui ont un label. Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'on va réduire l'impact CO2. Donc ça, il faut être très attentif. Il y a certaines études qui montrent qu'en produisant
sous un label bio, on va produire moins par hectare qu'on cultive et que donc potentiellement on va émettre plus de CO2 s'il fallait produire la même quantité. Si vous me suivez. C'est juste et c'est pas juste. En fait, c'est juste pour les premières années, pour les agriculteurs qui passent en reconversion. Par contre, on voit que sur le long terme, en fait, on arrive à produire avec des bons rendements et du coup, on ne va pas émettre plus en consommant du bio, notamment aussi parce qu'on réduit tellement la quantité d'intrants, donc tout ce qui serait pesticides ou ce qui permet on va dire, de faire que l'agriculture extensive fonctionne. On va tellement réduire ça que ça va faire que l'agriculture biologique va de toute façon gagner en termes d'impact climatique. Il y a l'argument santé humaine, puisque finalement, quand on réduit les éventuels pesticides sur nos aliments, c'est aussi des molécules nocives qu'on ne va pas ingérer. Donc, c'est toujours mieux pour le corps humain. Et on va aussi préserver la santé des sols et la biodiversité, puisque forcément, il y a moins de pesticides ou pas de pesticides, donc il y a plus d'insectes présents sur ces parcelles. Et on ne va pas en fait mettre beaucoup d'intrants, de fertilisants dans les sols. Donc, on ne va pas les épuiser. Ils vont avoir normalement plus de temps pour se régénérer, ce qui va préserver finalement leur rendement sur la durée. Parce que c'est justement ce type d'étude qui dit qu'on produit moins sur des parcelles où on fait de l'agriculture biologique, c'est en considérant aussi toujours du court terme. Parce qu'en fait, sur le long terme, en fait, ces sols, après, ils seront épuisés si c'est du non biologique. Alors qu'en fait, sur du biologique, ils seront encore conservés. Ces sols-là, ils pourront donner autant de nourriture sur le long terme. Donc, c'est important d'avoir ces trois visions en tête, pas que le climat, mais aussi de se dire c'est intéressant pour la santé humaine et aussi pour la santé des sols et la biodiversité. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ouais, une question en ligne. Une question en ligne. Certaines personnes doutent de la véracité des labels bio. Qu'en pensez-vous? Donc, ouais, certaines personnes doutent de la véracité des labels bio. Qu'en pensez-vous? À nouveau, je ne suis pas expert, auditeur de ces labels-là. Je pense qu'en Suisse, on peut quand même avoir assez confiance dans nos différents organes. Il y a effectivement il y a un peu une jungle de ces labels. Moi, je dirais qu'on peut avoir en tout cas assez confiance dans ceux qui sont en Suisse. On peut avoir peut-être des doutes quant aux aliments qui ne seraient pas avec les mêmes normes que les normes suisses qui seraient importées. Donc, je pense, ou en tout cas, la manière dont j'interprète cette question, c'est effectivement dans les labels bio étrangers, quels sont les critères qui font qu'ils ont le label bio? Parfois, ils sont peut-être moins contraignants. Et ça, c'est vrai. Et par contre, je n'ai pas fait l'analyse de tous ces labels-là. En Suisse, ils ont quand même une série de critères qui est assez incroyable. Pour dire qu'on a été rencontrés personnellement dans une expérience passée des agriculteurs bio, de voir tout ce qu'ils doivent mettre en place. J'ai assez confiance dans ce label-là. Je dirais que par contre, sur les labels étrangers bio, je n'ai pas assez de recul, mais autant privilégier le commerce local, comme on disait avant. Au moins là, à mon avis, on est assez sûr que c'est bien suivi. Je pense qu'ils ne se valent pas tous, mais pour se retrouver dans cette jungle-là, il y a un article sur le site web du WWF suisse qui est hyper bien fait, qui permet d'avoir plus d'informations sur chacun de ces labels. Alors, je n'ai pas pris le temps de les remettre ici parce que le temps passe déjà assez vite. Mais donc, si vous allez sur wwf.ch, sauf erreur, et puis dans agriculture biologique, il y a toute une partie qui détaille pas mal de ces labels. Donc, ça peut être intéressant. Moi-même, je ferai l'exercice, je pense. Autre chose, sur l'agriculture biologique et sur la biodiversité, j'ai mis un peu ces 4 chiffres clés que je trouve intéressants. Le premier, c'est que 30% de la surface terrestre, qui était autrefois réservée aux habitats sauvages, est aujourd'hui dédiée à l'élevage. Donc, forcément, ça, c'est des terres qui sont déjà reconverties, qui ont déjà été prises, disons, qui sont plus de la terre sauvage. Donc, autant que ces terres qu'on cultive, que ce soit pour de la viande ou ici, c'est l'élevage, autant s'assurer qu'elles soient faites avec des critères biologiques. Parce que déjà qu'on les reconvertit, qu'on a coupé tout ce qui est arbres, potentiellement plantes, autant qu'on ne rajoute pas encore plus au-dessus de ça des intrants, des pesticides ou des fertilisants. Par ailleurs, 23 des 35 hotspots de diversité mondiale sont affectés par la production animale. Donc, à nouveau, c'est-à-dire que sur Terre, il y a plusieurs hotspots. On sait que c'est là où se concentre une grosse partie de la biodiversité. Il y a le plus d'espèces par hectare. Comme on sait que l'agriculture, ou en tout cas l'élevage, la production animale qu'on a, impacte d'une manière ou d'une autre parce que soit on est de plus en plus proche de ces hotspots
C'est souvent ça d'ailleurs, on est en train de grappiller. Autant faire en sorte que ces élevages-là soient pareils d'une agriculture bio, parce que ça va au moins impacter par migration des pesticides ou par pollution du sol. Aussi, dans la même logique, 75%, et ça c'est assez intéressant, des mammifères sauvages en Suisse ont leur habitat sur des terres agricoles. Ça, c'est parce qu'il y a énormément d'insectes. 55% des papillons, 40% des sauterelles, 22% des oiseaux. Donc, sur nos surfaces agricoles, il y a énormément quand même de vie. Donc, autant faire en sorte que justement, elle ne soit pas impactée par l'agriculture non bio. Parce que ça reste, voilà, ils ont besoin d'espace, tous ces animaux, ces papillons et tout ça. Donc, autant faire en sorte que ces parcelles qui sont cultivées, parce qu'il faut bien cultiver, le soient faites le mieux possible, le plus respectueusement possible. Et enfin, bon, ça, c'est voilà, c'est plus une note un peu triste, c'est que 85% des arbres fruitiers ont disparu en Suisse. Mais ça, c'est pas forcément dû au fait que ce soit de l'agriculture biologique ou non, c'est surtout parce qu'on importe de plus en plus de fruits des pays avoisinants. Donc finalement, les agriculteurs qui produisent des fruits voyaient leurs revenus diminuer et sont passés à autre chose, quoi. Il est déjà 19h26. On va sûrement déborder de 15 minutes. Est-ce que ça vous pose un souci ou ça va? Ça va? En ligne aussi, j'espère que ça va. Donc là, c'est un petit point gaspillage alimentaire, parce qu'on ne peut pas parler d'alimentation durable sans parler du gaspillage alimentaire, puisqu'il faut considérer un peu tout le cycle de vie. Comment on produit l'alimentation qu'on a, comment on fait nos choix, mais surtout aussi, qu'est-ce que ça devient à la fin quand c'est chez nous, dans notre assiette et après. Donc, il y a des pertes tout au long de la chaîne de production de notre alimentation. C'est connu, que ce soit au niveau de la production dans les champs, du transport, de la transformation, mais aussi une fois qu'on le cuisine chez soi dans les ménages. Donc, à chacune de ces étapes, il y a de la perte. Et si on essaie de quantifier, ce qui a été fait du coup par l'organe foodwaste.ch, qui est du coup financé par la Confédération, donc c'est une entité à but non lucratif, en fait, il y a quand même 38% du gaspillage alimentaire qui est fait dans les ménages. Donc, par gaspillage alimentaire, on n'entend pas tout ce qui est impropre à la consommation. Ça pourrait être du coup les arêtes de poisson, les peaux de banane, on ne peut pas les manger potentiellement. Donc, ce n'est même pas en considérant ça, c'est vraiment en considérant ce qui aurait pu être mangé et qui a été perdu à la fin. On se rend compte, la répartition, c'est ça. 38% de ce gaspillage est fait dans les ménages, 27% dans la transformation en usine, puis après, des plus faibles pourcentages. Donc, on a aussi, disons, un rôle à jouer sur la partie ménage. Qu'est-ce qu'on fait de nos aliments une fois qu'on les a cuisinés? Et quand on regarde aussi les statistiques, quels sont les aliments qu'on gaspille le plus? C'est souvent les légumes frais. C'est difficile à gérer forcément si on en achète beaucoup, peu, on n'est pas toujours le même nombre à la maison. Les pommes de terre, le pain aussi beaucoup. Et après, il y a tout le reste, on va dire, puis après vient la viande. Donc, c'est beaucoup les légumes, on va dire en grande majorité les légumes. Une question? Non? Alors, qu'est-ce qu'on peut aussi savoir comme donnée intéressante? C'est que c'est une estimation, mais assez juste. Sur tout ce qu'on produit comme aliment et qu'on aurait pu consommer, on considère qu'il y a environ un tiers qui est perdu. Donc, un tiers qui va finir à la poubelle. Donc, si on considère le nombre de personnes qu'il y a en Suisse, fois la quantité de nourriture qui est perdue par personne par an, on arrive à un total annuel en Suisse de 2 310 millions de kilos. Donc, c'est énorme. On dit 2 310 000 tonnes par an. Pour les ménages, en fait, c'est non négligeable. On estime que c'est environ 620 francs par an qui est perdu. Donc, c'est aussi là où on peut finalement faire des économies. Pas beaucoup d'électricité et autres, mais aussi dans la meilleure gestion de notre frigo, ou en tout cas de notre alimentation. 210 francs, notamment dans tout ce qui est légumes et qui finit périmé. Donc, on va donner des astuces maintenant. Alors, il y a encore une petite page d'explication. Ça, c'est plutôt pour dire que sur tout ce qu'on perd, malheureusement, comme nourriture, non seulement on le perd, mais en plus, des fois, on le jette dans la poubelle, dans les ordures ménagères. Or, c'est un peu la pire chose qu'on peut mettre dans des incinérables, parce que c'est des choses qui contiennent beaucoup d'eau.
Donc en fait, si on jette de la nourriture organique, enfin des composés organiques dans une poubelle incinérable, on va même, ça va être négatif. En tout cas, l'effet sera très mauvais pour les centres d'incinération parce que c'est c'est quelque chose qui contient beaucoup d'eau. Donc il faudrait au moins, si malheureusement on l'a perdu, le mettre dans un compost pour le revaloriser. C'était juste pour faire cette petite note-là. Ça, c'est un peu les raisons qui font qu'on gaspille et qui en même temps nous donnent des idées pour éviter ce gaspillage. Donc c'est souvent parce qu'on cuisine des portions trop grandes. Donc là, première astuce, faire des Tupperware pour les garder. C'est souvent parce qu'on ne tient pas compte de la liste des commissions. Donc ça paraît très bête, c'est forcément parfois des achats impulsifs, mais si on s'en tient à notre liste, en général, on arrive à diminuer pas mal notre gaspillage alimentaire. On ne regarde pas forcément ce qu'il y avait dans le réfrigérateur ou au fond ou derrière. Donc, on va parfois racheter les choses qu'on avait déjà. Et puis, si on va faire les courses quand on a faim, c'est assez connu qu'on achète trop. Ça, c'est pas mal repéré finalement dans les études qui ont été faites. Et puis, dernier point, mais qui est assez important apparemment, sur les 1/3 de nourriture qu'on gaspille, et du coup, si on regarde que ce qu'il y a dans les ménages, donc on avait vu que c'était 36%, il y a une grande partie, presque la moitié, c'est parce qu'en fait, on ne fait pas confiance à nos sens et on va juste regarder la date de consommation et on oublie de faire la distinction à consommer de préférence jusqu'au et la vraie date de péremption qui est souvent sur les poissons ou les viandes, là, il y a une date limite, il faut la respecter. Mais sur pas mal de produits, c'est juste finalement au niveau de l'industriel, il a mis une date pour dire OK, par exemple le yaourt, à cette date-là, il sera encore parfaitement dans les standards que j'ai définis. Mais en fait, on peut le consommer après, parce que c'était juste une date à consommer de préférence avant. Donc, les astuces en soi, hein, on en a déjà parlé, c'est avoir une liste et on s'en tient à cette liste. C'est conserver dans un Tupperware les restes. C'est parfois faire des plats qui vont utiliser des restes. Donc ça, je vais y revenir dessus avec cette application. C'est parfois reconnaître le type de moisissure. Donc par là, en fait, c'est plutôt quel type d'aliments sont réellement périmés ou pas. Donc typiquement, un fromage, parfois, c'était peut-être naturel ce qu'il y avait dessus, où on pouvait juste le gratter et ça n'avait pas entamé le reste. Par contre, peut-être un poisson, effectivement, qui est déjà pourri, bon, il faut vraiment l'éliminer. Un yaourt, pareil, ça se garde plus longtemps que ce qu'on pourrait imaginer. Et pour en revenir justement à comment cuisiner ces restes, il y a une application que j'ai découvert récemment qui est assez intéressante, qui s'appelle Frigo Magique. Et ça, vous pouvez en fait noter les ingrédients que vous avez chez vous. Vous ne savez pas forcément quoi faire avec, il va vous donner des idées de recettes. Donc ça, c'est assez chouette parce que déjà, ça nous fait découvrir peut-être de nouvelles recettes, ça nous fait revaloriser certains aliments. Peut-être que tout seul, on se serait dit « Ah, je ne peux rien faire avec ça, alors on le jette ». Donc, comme j'ai dit avant, faire attention aux dates de péremption, de préférence par rapport à consommer jusqu'au. Donc, consommer jusqu'au, c'est normalement une date falsifiée, alors que de préférence, on peut le faire durer, on peut sentir, on peut goûter, on peut voir si c'est vraiment mauvais. Le stockage, les aliments qui sont à l'abri de la lumière et de l'oxygène ont beaucoup plus de chances de se conserver longtemps. C'est vraiment tout bête, hein, mais on a parfois tous une corbeille à fruits et on la laisse à un endroit où il y a énormément de lumière. Déjà, ça s'abîme plus vite que si on l'avait stocké dans un endroit sombre. Et il y a d'autres aliments comme ça qui, en fait, les UV de la lumière vont les détériorer beaucoup plus rapidement. Et il y a aussi quelque chose j'en profite pour faire cette petite astuce. Il y a des aliments en fait qui, en vieillissant, tout simplement naturellement émettent de l'éthylène. Donc, si c'est par exemple les pommes, ou les bananes, si on les laisse à côté d'autres aliments, en fait, ils vont faire mûrir les autres aliments plus rapidement à côté. Donc, c'est une bonne idée de séparer les pommes et les bananes de sa corbeille de fruits, par exemple. Sinon, je sais pas, nos kiwis, nos pêches ou autres vont être rapidement mauvais à cause de ça. Par contre, ça c'est une autre astuce, comme il y a ce gaz qui est émis, si on laisse une pomme ou des pommes à côté de son pain, le pain il reste frais plus longtemps. Parce que ça a un effet sur le pain, ça le garde frais plus longtemps. Donc il va moins vite se durcir. Et puis j'avais encore 2-3 astuces comme ça, si ça vous intéresse. Typiquement, mais ça c'est connu, les carottes, souvent quand on les voit dans son frigo, qui sont toutes fripées, on se dit qu'elles sont plus bonnes, mais en fait, on les met dans l'eau pendant 1 heure. C'est comme la salade, ça peut redevenir croquant et ça peut récupérer de l'eau. Donc, elles ne sont pas mauvaises. Si on a des biscuits ou des chips qui deviennent tout ramollis, on les a conservés dans notre armoire, elles sont ramollies, on peut les mettre au frigo dans un emballage ouvert et là, ça va avoir un effet positif, ça va les re-rendre croustillants.
Par exemple, les concombres, on les met souvent dans le bac à légumes avec les tomates. Mauvaise idée parce que les tomates ont aussi cet effet, tout comme les pommes et les bananes, d'émettre de l'éthylène. Donc, il faudrait conserver les concombres bien éloignés des tomates. Les œufs, il y a cette technique, vous la connaissez. Parfois, on ne sait pas, dans le doute, on jette. On peut juste la mettre dans un contenant d'eau et puis on voit s'il flotte ou s'il tombe au fond. Donc, s'il tombe au fond, normalement, c'est qu'il est toujours bon. S'il reste en haut, c'est que normalement, il a déjà commencé à fermenter. Du coup, il y a du gaz à l'intérieur, donc c'est pour ça qu'il flotte. Et à ce moment-là, il est plus bon à la consommation. Voilà, donc les astuces pour savoir aussi au niveau de ces aliments. Donc là, je vais passer assez rapidement là-dessus parce que vous allez voir, c'est des grandes lignes, mais vraiment, je vous invite à aller regarder ça quand vous aurez la présentation chez vous. Donc, en fait, ça, c'est sur EcuBlanc. J'ai demandé, du coup, comme je disais, aux délégués à l'énergie et à l'environnement de me donner une liste de ce qui se fait d'intéressant en termes d'alimentation sur le local. Puis il m'a donné voilà, la ferme de Bassange qui fait de la production artisanale, qui propose aussi des paniers de légumes. Donc ça, c'est vraiment l'agriculture locale, bio. La ferme des Hutins qui sont là au marché. Il y a la livraison de paniers avec EcuBike. Donc c'est pour réduire peut-être l'impact lié au transport. Labo de Gelateria pour les glaces artisanales, pour éviter d'aller acheter des glaces industrielles. Donc voilà, il y a plusieurs choses ici. Et pareil, la Pérégrine pour les bières artisanales, puisque comme on l'a vu, les boissons ont un fort impact. Mettons que vous organisez une fête, vous pouvez peut-être même les commander en fût et avoir de la bière qui a un faible impact. Il y a du miel aussi produit à EcuBlanc qui s'appelle le miel Petit Rucher. Pareil, bon, voilà, c'est sur Renan, il y a les initiatives liées au marché, liées au panier. Donc ça, c'est la partie vraiment locale de saison, on va dire. Hein. Tout ce qui est marché, bio souvent aussi. Vrac Ouest, donc ça, c'est pour avoir accès à des aliments qui ont justement moins d'impact lié à l'emballage. On se demande souvent qu'est-ce qu'on peut faire quand on va au restaurant, parce que voilà, c'est pas toujours facile de réduire son impact environnemental au restaurant. À Renan, il y a un restaurant qui s'appelle Le Gramme, apparemment directement approvisionné par des producteurs artisans de la région, avec le moins d'emballage possible en plus dans ce qu'ils reçoivent. Ouais, apparemment à recommander. Et le lieu est super apparemment. Bon, bah voilà, très bien, ils ont une bonne image, donc top. À Chavannes, pareil, il y a une épicerie en vrac qui est dans le Vortex, qui est ce bâtiment en rond là, de l'UNIL, où ils privilégient aussi pas mal les ingrédients locaux et de saison du coup. Il y a les paniers de légumes. Donc les paniers de légumes, c'est intéressant parce que c'est d'une part, en fait, on arrive beaucoup plus facilement à savoir ce qui est de saison. Souvent, quand on doit faire ses courses au supermarché, c'est peut-être parfois en oubli parce qu'il y a un peu tout qui nous est présenté à longueur d'année. Sur un panier, le gros avantage, c'est qu'ils vont nous envoyer que ce qui est produit à ce moment-là. Parfois, c'est intéressant et compliqué de cuisiner avec ce qu'on a en hiver, mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais. On va découvrir d'autres recettes. Nous, chez moi, on a vraiment dû faire ce travail de redécouvrir des recettes. Mais ça nous donne des idées. Et puis, au moins, on est sûr de ne pas se tromper sur est-ce que c'est bien l'aliment de saison. Et ce que j'ai aussi mis, c'est intéressant, c'est la carte des adresses zéro déchet. En fait, c'est même pas que zéro déchet, c'est aussi des choses parfois qui proposent des légumes bio ou en vrac. Donc, c'est sur le site zerowasteswitzerland.ch. Vous allez ensuite dans l'onglet Passer à l'action, puis il y a carte des adresses. Puis en fait, vous pouvez mettre une région. Donc là, j'ai mis Renan avec un grand rayon. Et puis, il va afficher en fait un peu plein de ces commerçants qui répondent aux critères soit de zéro déchet, soit de bio. Donc, c'est intéressant pour aussi avoir plus de facilité, parce qu'on se dit parfois, si je ne vais plus acheter ça à la Coop, où est-ce que je peux l'acheter ? Peut-être qu'il y a plein d'autres endroits où c'est disponible. Typiquement, si à côté de chez soi, on n'a pas forcément si on veut continuer à manger de la viande, comme je disais, un boucher charcutier qui va être travaillé avec des agriculteurs locaux, peut-être qu'on peut redécouvrir aussi des vraies boucheries-charcuteries. Du coup, là, je vais terminer avec quelques conseils et astuces. Donc, c'est aussi un peu un résumé de la présentation. Évidemment, privilégier les produits saison et de locaux et renoncer aux produits par avion. Se fier à ses sens pour certains aliments, donc se dire que il y a la date de préférence et on peut du coup aller un peu au-delà. Choisir des restaurants qui privilégient des produits à faible impact environnemental. Donc ça, c'est typiquement via l'adresse, comme j'ai montré avant, Zero Waste Switzerland. Ils ont aussi des restaurants, ou Le Gramme, comme on a dit juste avant. S'il y a des restes,
essayez de ne pas en faire du gaspillage alimentaire, demandez des doggy bags. Ça, c'était un petit peu un clin d'œil. Il y a eu une campagne de pub en France où c'était voilà, les aliments moches, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont mauvais. Donc, en fait, si on a un marché, on va au marché, on achète des légumes, il faut essayer de ne pas reproduire ce qu'on fait dans les grandes surfaces où tout a été calibré. Parce que aussi, une grande partie du gaspillage alimentaire, c'est le calibrage. C'est choisir que ce qui a une certaine forme définie. Autant aussi montrer qu'on est conscient que des choses qui ont des formes un peu bizarres, ce n'est pas très grave. Par exemple, on peut faire de la purée, on peut faire une soupe, on peut faire du jus. Il n'y a pas besoin que ce soit magnifique. Enfin, c'est déjà bien qu'on ait l'aliment, il n'y a pas besoin qu'il ait une forme calibrée, quoi. Encore quelques autres astuces. À la maison, on veut participer au gaspillage alimentaire et en plus de ça, on n'a pas envie de cuisiner. On peut faire une double bonne action. On peut utiliser Too Good To Go et puis on peut aller chercher dans les restaurants ce qu'ils ont produit en trop et on peut acheter ça à bien moindre prix. Donc ça, c'est assez bien fait. Si vous n'avez jamais essayé, vous mettez où vous habitez, puis vous avez tous les endroits où vous pouvez aller récupérer des paniers, donc finalement leur reste de nourriture à meilleur marché, ou aller au marché ou se faire livrer par panier de légumes. Au travail, il n'y a pas 1000 options au travail. Soit vous avez une cantine et puis vous pouvez essayer de discuter avec les personnes qui font la nourriture, de savoir comment ils s'approvisionnent. Ou alors vous achetez à emporter, comme c'est le cas chez nous, on va chercher généralement ailleurs parce qu'on n'a pas de cantine ici. Déjà, minimiser l'impact de l'emballage en ayant son propre Tupperware. À Renan, il y a une grosse campagne là-dessus sur les Tupperware réutilisables Recircle. Donc, on paye une caution pour avoir un contenant. Puis après, on peut utiliser ça tant qu'on veut et après, on peut le rendre et on va récupérer sa caution. Donc, en plus, ça coûte rien, entre guillemets. Toujours voir s'il n'y a pas une option VG ou interpeller là où vous allez demander mais c'est quoi l'option VG? Parce que des fois, au plus les gens le demandent, au plus ça va inciter à proposer une option végétarienne. Et puis quand vous êtes en vacances, alors moi je l'ai vraiment testé en plus récemment, en fait dans Google, si on tape restaurant végétarien, il va aussi toujours proposer des options intéressantes que l'on n'aurait pas pensé au premier coup. Et finalement, ça aide à devoir pas non plus aller voir n'importe quel restaurant puis de voir la carte. Le tri est déjà assez bien fait. C'est un peu le côté positif, si on veut, de Google qui sait tout. Ça, je vous l'ai remis aussi, c'est pour vous. Sur la présentation, il y a ce tableau des légumes de saison et des fruits de saison. Parce que ce n'est pas forcément facile. Des fois, on est un peu perdu. Qu'est-ce qui pousse quand? Comme je disais avant, on a toujours tout à disposition. Donc là, au moins, on a un tri. J'ai vraiment fait un peu trop long la présentation, mais en fait, je risque de me répéter. Donc, je ne vais pas tout redire, mais réduire la consommation de viande, c'est quand même aussi un c'est vraiment un grand bénéfice environnemental que vous pouvez faire. Et si c'est trop compliqué à faire d'un coup, déjà en réduisant par 2 sa consommation de viande, on peut déjà faire réduire de moitié son impact lié à la consommation de la viande. Donc, je vais vous laisser avec ces chiffres-là et ce panier. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Si vous avez des questions, on peut en discuter juste après. Donc, s'il y a des choses pas claires aussi, j'espère que soit en regardant les slides, ça le sera, soit je peux répondre maintenant. Et surtout que ça vous a appris des choses, parce que c'est ça le but, ou que ça vous donnera des bonnes idées. Merci pour votre écoute active.